Première vidéo basket sur la chaîne. Enfin, Enfin, avec on est ça là. vienne. On va vous parler un peu des séries en cours Playoff NBA. Moi, j'enchaîne après la LDC là. Et du coup, on va faire un petit intro sur un peu la fin de saison. On va parler un peu du play-in et puis on va parler des séries du premier tour. Et après, on parlera un peu du second tour parce qu'on a là au 27 avril déjà des séries qui sentent bon pour certaines équipes. Disons qu'il y en a, je pense que ça va vite se qualifier, quoi. Ouais. Logiquement. Ouais. Une fin de saison régulière assez intense. Pour les premières places à l'Est, pas vraiment, mais plutôt pour les qualifs directs en play-off. Et par contre, les premières places à l'Ouest... Il y a eu bataille. Ouais, bataille. Les Timberwolves qui se retrouvent à jouer les Suns, on en parlera après. Pour le meilleur ou pour le pire, on sait pas encore, hein, mais peut-être qu'il y aura un miracle. Mais non, ils se retrouvent troisième alors qu'ils ont fini toute la saison, ils étaient toute la saison premier. Donc un peu dur pour eux. Ouais, clairement. Malheureusement, c'est ça. On sait que la saison NBA, c'est très vite très serré. Et si tu enchaînes 3 défaites, surtout à l'Ouest, 3 défaites à l'Ouest, tu perds de place, quoi. C'est la dure loi. Le play-in, du coup, où on a eu Lakers, Pels, un Kings Warriors, puis un Pels Kings à l'Ouest. Après un Sixers Heat, et puis un Hawks Bulls et un Bulls Heat à l'Est. Donc pour commencer par l'Ouest, déjà, on peut dire qu'on a perdu les Kings et les Warriors. Il fallait en perdre 2 à l'Ouest de toute façon. Les Rockets déjà étaient en dehors, mais eux aussi peuvent être un peu tristes de ne pas faire le play-in. Après, ils étaient moins bons sur la saison entière, ok. Mais alors, par contre, les Kings et les Warriors, la saison est ratée. Ah, clairement. C'est vrai que les Warriors, on pouvait s'y attendre. Malheureusement, il y a un downfall terrible de Thompson notamment. Curry a un peu surnagé toute la saison, un clutch player d'ailleurs de l'année. Malheureusement, ça suffit pas. On voit très bien que le niveau à l'Ouest est trop intense et malheureusement les Warriors trop durs. Et les Kings, compliqué pour eux malheureusement. Cette saison. C'est vraiment une saison dure dans la tête pour les Kings là, entre les non-sélections All-Star Game, le light the beam contre les Warriors, mais tu perds au deuxième match de play-in. Il y a des maux de tête et pourtant ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Sabonis fait une saison extraordinaire. Tout à fait. Les role-players sont un peu en dessous par rapport à l'année dernière parce que Fox fait encore une grosse saison. Voilà. Et puis moi je pensais que les Lakers allaient faire le calcul de ne pas jouer les Nuggets au premier tour. Avec le recul, ils auraient peut-être dû. Peut-être. Il fallait peut-être le tenter. Et je pensais que les Pels sans Zion allaient perdre contre les Kings. Finalement, ils ont fait le taf. Et tant mieux pour eux. D'ailleurs, eux qui auraient pu se qualifier directement en playoff, les Pelicans. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, effectivement. Mais bon, ils sont réussi à se qualifier. Après, contre OKC, on en parlera, mais c'est pas facile non plus. Après, à l'Est, Sixers, est-ce qu'ils passent avec un quatrième carton de Nico Batum contre le Heat qui les envoie directement qualifiés contre New York. Un Bulls Hawks où les Bulls ont défoncé les Hawks qui sont catastrophiques cette année. Déjà ils sont en play-in, ils ont de la chance parce que c'est à l'Est. Complètement. Ouais, mais ils auraient pas dû jouer. Non, c'était dur. Cette année, clairement, pour les Hawks, c'était trop dur. On voit qu'il y avait vraiment un vrai écart de niveau avec les autres. J'ai envie de dire un peu pour les Bulls, c'est pareil. Un fond de jeu qui est terrible, qui est un peu vide. Et malheureusement, quand on arrive en play-off, surtout que mine de rien, le Heat et les Sixers, ça reste quand même des équipes sérieuses. Qui ont eu quelques problèmes cette année, notamment de blessures. Ils auraient pu se qualifier directement en play-off et finir sans play-in, mais après tant mieux pour le Heat, tant mieux pour les Sixers. Mais c'est pas choquant que les Bulls et les Hawks sortent. Les Bulls, de toute façon, leur projet là, ça va nulle part. Non, clairement, va falloir tout exploser, je pense. On en parlera, je pense. On fera une vidéo là-dessus. Ouais. Mais c'est logique, on va dire c'est la logique. Le Heat et les Sixers, c'est ce à quoi on s'attendait, et voilà, ça en est là. Tout ça pour dire que le play-in, encore un succès. De toute façon, on le dit, la saison après saison, c'est vraiment une bonne chose pour la NBA. Donc on peut enchaîner maintenant sur les séries qui sont en cours. Et donc le premier tour. Premier tour, effectivement, déjà Denver Lakers, je pense qu'on va pouvoir aller vite là-dessus. Clairement, le plus important dans cette série, c'est ce qui se passe à côté, c'est le extra basket. Voilà. On a des très belles déclarations. Je sais pas si tu veux peut-être les donner, mais elles sont pas mal. Entre le Davis qui dit qu'il aurait dû être dans le trio pour être DPOY et en plus il considère qu'il devrait être meilleur défenseur de l'année, tout ça pour le game d'après en game 2 se prendre un tir ultra clutch alors que c'est lui qui avait décidé de défendre sur Jamal Murray et qu'il est complètement en retard. Alors il défend bien, mais le problème c'est que c'est un pivot sur un extérieur, donc il est en retard sur son contre. Murray qui passe 3 quarts d'heure en l'air et qui a tout le temps pour ajuster son shoot. Jokic qui lui laisse tout l'espace sur le côté droit du parquet. Enfin, je veux dire, Luc
QI basket, ça pue le QI basket cette action, et puis et le mid-range, il est incroyable. Et puis tu perds le match que tu aurais pu gagner, t'as mené plus 20 dans le match, et tu veux être des POI et tu prends un panier comme ça, faut arrêter. La décla est pas bonne. Ça, c'est pas au bon moment, quoi, clairement. Derrière, entre le game 2 et le game 3, Dilo dit qu'il va sortir un game droit de folie, qu'il faut s'attendre à ce qu'il se prenne le match. Derrière, 0 points à 0 sur 9, si je dis pas de bêtises, au shoot. Alors, la session van sur Twitter était incroyable. Et puis les Browns au game 2, après la conf de presse, Davis qui prend le seum et qui dit qu'il a perdu, qui se barre de conf de presse. Et à la fin du game 3, où t'as les Browns avec Davis qui dit de toute façon à la fin de la journée c'est que du basket. Le vestiaire a l'air sympa, hein, ça a l'air côté Lakers. On a l'avis qu'on a là-dessus sur celle de LeBron. Après, c'est vrai qu'à mon avis, quand on a un mec comme ça, qu'on dit vouloir être le GOAT, qu'on chasse le GOAT, au bout d'un moment, tu peux pas dire ça, et jusqu'au dernier moment, il faut essayer de se battre, et pour moi, c'est vraiment pas une bonne déclat non plus. Ouais, mais il fait pas y croire. Il fait son game 2, hein, et c'est lui qui, de toute façon, c'est lui qui porte les Lakers, mais il perd quand même le match, et là, tu sens que les années pèsent. Voilà, tu sens vraiment, parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans, même dans la bulle encore, il aurait tué le match. Bien sûr, mais là, sur le QI basket, sur les capacités des Nuggets, un peu photo. De toute façon, je trouve qu'il y a deux choses. Déjà, la première, c'est que côté Lakers, on voit qu'il y a des stats, notamment Davis, LeBron font leurs stats en soi. On peut pas leur reprocher grand-chose sur les stats, malheureusement. Quand on regarde, ça pèse pas en fait. Ça ne pèse pas dans la balance. Et de l'autre côté, on a un Jokic qui est en 27, 23, je sais pas quoi. 27, 17, 9 je crois. C'est ça. Mais ça pèse pas parce que les autres en face font le taf. C'est ça. Et en fait ils savent très bien les Nuggets que si tu t'exécutes et que tu bloques un peu, parce que tu sais que t'arrêteras pas les Browns complètement, mais si t'arrives à limiter Davis et les Browns, de toute façon tu déroules derrière. Tout à fait. De toute façon sur cette série je pense que 3-0 en cours, le match 4 est ce soir, le game 5 s'il doit avoir lieu est lundi soir. Je pense que lundi, on pourra se reposer. Je pense que ce soir, demain dimanche, pas besoin d'en parler, c'est terminé. On n'en parle plus. Voilà. On enchaîne. Ouais. Le deuxième 3-0 de ce premier tour. Wolves Suns. Wolves Suns, c'est un peu différent là quand même. On voit quand même qu'on a des Wolves qui sont très forts, mais vraiment très forts. Ils ont d'ailleurs la possibilité de faire le premier sweep de leur histoire. Ça n'est jamais arrivé. Premier sweep de leur histoire. Ils ont une défense de feu, clairement. Une défense qui peut asphyxier totalement les Suns, notamment KD. Le 5 de départ et les 3 joueurs sur le banc là, quand ils jouent à 8, la défense, même moi j'ai du mal à respirer quand je vais voir le match. Vraiment. C'est clair, ça c'est sûr. Le niveau défense, on peut rien leur reprocher. Du point de vue des Suns, KD a fait au début, le premier match, il fait un très bon match. Et puis après, on le cible. On voit que Bradley et Booker ont pareil du mal un peu à peser. On cible, c'est beaucoup plus dur. Booker actuellement il n'est pas au niveau clairement de ce qu'il a pu proposer. Et c'est pas le meilleur arrière quoi. Non, mais de toute façon on connaît ces Suns, on voyait tout de suite les qualités. Je veux dire, quand t'as 3 joueurs comme ça dans ton effectif, tu sais qu'ils vont faire les efforts en défense, mais tu vas pas défendre. Donc le but c'est de mettre plus de points, ils en sont capables. Et KD, bref, on connaît le joueur, je veux dire, il est incroyable. Booker c'est pareil, il a fait des séries de playoffs incroyables. Bill, il est très fort à la distribution cette année, il se met au service des deux autres, il est capable de scorer et tout ça. Et il y a un gros problème côté Suns, c'est les role-players aussi. Bien sûr. Grayson Allen n'est pas du tout dans sa série. Il met aucun shoot, aussi grâce à la défense des Wolves. Mais du coup, là par exemple sur le dernier match, le Game 3, les 3, donc Booker, Bill et KD font leurs stats, même si c'est difficile au shoot pour KD. Mais ça pèse pas. Non, ça pèse pas. Collectivement, c'est fort défensivement, et objectivement, on voit qu'il y a un monde d'écart. J'aurais jamais pensé dire ça au début de la série, mais là, on voit clairement qu'il y a un monde d'écart. Moi, j'avais pronostiqué un 4-2, mais au final, ça va être un 4-0 ou un 4-1, grand maximum. Et puis quand tu vois, de toute façon, dans l'implication, dans les têtes, les Suns, ça va pas du tout. Je veux dire, quand tu prends sur le Game 3 un coast-to-coast avec une interception de Rudy Gobert, alors il y a un marché sur le panier, pas de problème. Léger, quand même. Mais dans l'attitude, c'est pas normal. Je veux dire, j'aime beaucoup Rudy, il a beaucoup de qualités, mais ça, c'est pas ses qualités. Il fait des no-look pass, il a mis un fadeaway avec faute au Game 1, je te dis stop quoi. Les gars, vous faites bouffer par Rudy Gobert en attaque, qui met ses paniers en général, il a toujours des bons pourcentages parce qu'il est servi proche du panier, il met ses dunks, etc. Mais là, c'est trop. Je veux dire, si tu commences à prendre une mixtape de Rudy Gobert alors que c'est pas forcément son fort de faire des highlights, à part au contre, c'est terminé quoi. Ça manque de caractère, tout simplement. On a vraiment cette impression. Au Game 1, déjà, on avait vu Edwards un peu charrier KD, et on voit clairement KD qui rigole et autres. Là, dans ce moment, tu dois avoir la même énergie qu'Edwards. Et ça, on la retrouve pas pour le moment chez Edwards fait un game statement
Durant au premier match où vraiment il dit regardez la série, c'est moi le meilleur. KD, je l'aime beaucoup, mais c'est fin de carrière. Booker, c'est pas le meilleur arrière, et Bill, il est là pour faire la figuration. Et il a été très présent sur les autres matchs, mais c'est vraiment le match 1 qui est marquant. Et en fait, il se rend compte que Game 2, Game 3, il est là, il fait ses stats, il est très fort, mais il a pas besoin de peser plus que ça. Et on va avoir besoin de lui en plus dans le tour suivant. Et puis Karl Anthony Towns aussi, qui fait très mal aussi. Pour l'instant, c'est un sans faute des Suns, des Wolves, pardon. C'est que des fautes des Suns du coup, l'inverse. Et puis Chris Finch, et puis c'est meilleur que Vogel, c'est tout. Clairement, il n'y a pas d'adaptation côté Suns, et ça se voit. Ça force beaucoup sur KD, mais bon, quand tu sais que c'est lui qui va prendre tous les shoots, qui va essayer de marquer, il va t'en mettre des paniers. Bien sûr. Du coup, les pourcentages baissent parce que tu vas le cibler aussi et tu vas le mettre dans des positions compliquées. Et puis alors, quel travail de Nasrid, je dirais 6ème de l'année, forcément. Ça aurait pu être Malik Monk, ça aurait pas été volé, mais non, vraiment là c'est très très solide ce qu'il propose, et je pense que lui là, il va se mettre bien sur son prochain contrat. Je pense que il y a moyen, s'il pouvait attendre 2025 et les nouveaux dos droits, je pense qu'il serait content. Mais voilà, donc 3-0, probablement 4-0 voire 4-1 avec un gentleman sweep, mais ça ira pas plus loin. Et du coup on a parlé des Nuggets juste avant, et ça va donner un Nuggets Wolves, on en parlera tout à l'heure, mais sans doute au second tour. Celui-là il va être sympa. On parle d'une série qui n'a joué que 2 matchs pour l'instant, donc difficile de se positionner, même s'il y a 2-0 pour OKC, donc contre les Pelicans. Là on retourne sur le parquet des Pelicans, à voir comment ils s'ajustent. C'est dur, c'est clairement le début de série est très compliqué. Alors ils accrochent le premier match, je crois qu'ils sont à 2 ou 3 points. Ça fonctionne bien, on se dit qu'il peut y avoir une série, et puis le Thunder lâcher les chevaux en match 2. Et là, on voit, Shai Alexander, il est dedans. Enfin, vraiment, là, c'est bon, il a tout développé. OKC semble au niveau. Shai est au niveau, et on voit un peu dans ce collectif qu'il y a vraiment quelque chose. On voit que, tout le collectif est là à dire que Shai est le MVP, machin. Il y a quelque chose qui se dégage. Ils ont une vibe Memphis il y a 1 ou 2, je crois, quand ils sont en playoff et qu'ils font une série. Là où ils essayent de trash talk un peu les Browns. Bon, ils se font marcher dessus après, mais il y a cette vibe-là, ils prennent des matchs, il y a une bonne ambiance, etc. Donc ça marche très bien du côté Thunder. Et puis tu vois, là on vient d'évoquer les Wolves et les Nuggets, et en fait on se rend compte que même si la conférence Ouest a été incroyable cette année, les 3 de tête, ils sont plus forts que le reste. C'est au-dessus, c'est clairement au-dessus, on le voit. On voit que le play-in, ça a resserré les écarts, que tous ceux qui étaient là avaient leur place. Et là en fait on se rend compte que ils ont leur place en play-off, mais au premier tour. Et en fait là, les 3 premiers, clairement je vois mal les Pels, surtout sans Williamson, réussir à renverser cette série. Pour moi, c'est impossible. T'as des joueurs comme Valanciunas ou Ingram qui sont bons, qui sont très bons joueurs, mais c'est pas des game changers. Ils ont toujours fait leurs stats, mais ils sont pas dedans. Et Valanciunas, en plus dans le système Pels, mais c'était pareil dans d'autres équipes, c'est pas un mec il vient faire ses stats le soir, mais c'est une journée de plus au boulot, et c'est pas lui qui va te faire gagner des matchs. Non, clairement. Et pour moi, il fait son taf en plus sur cette série. Pour le moment, il fait son travail, on lui en demande pas plus. Il est même, je crois, meilleur scoreur pour l'instant de la série côté Pels. Et quoique c'est peut-être McCollum, mais bref, peu importe. Mais McCollum, clairement, et notamment Ingram, on attend beaucoup plus d'eux. Ils sont censés être lieutenants de Williamson, clairement. Même s'ils devaient être lieutenants actuellement, ils y sont pas. Ils sont clairement pas, et ça va être très compliqué à mon avis de renverser la série. Ils font des stats, mais c'est des stats qui ne pèsent pas. C'est comme on disait tout à l'heure avec les Lakers, pour moi c'est exactement la même chose. Et je vois pas comment est-ce que tu peux renverser une équipe de KC qui honnêtement pour l'instant fait le travail et n'a aucun problème. Match 3 ce soir, on va voir ce que ça donne. Si les Pels arrivent à s'ajuster et prennent le match, la série est relancée. Totalement. Après, il y a toujours l'avantage du terrain pour Thunder, donc c'est pour ça que vraiment c'est toujours avantage Thunder, évidemment. Mais s'ils retournent à OKC à 2-2, c'est déjà très bien pour les Pelicans, et on espère voir un 3ème shoot à 20 000 €, enfin 1000 $, pardon. J'espère. À OKC, parce que c'est très marrant de voir ça sur les premiers matchs. J'avoue, 2 sur 2, c'est rare. Clairement, je pense qu'il y en a qui seraient contents de les avoir en playoff. On va en parler après à l'Est, mais je pense qu'il y a 2-3 équipes à l'Est qui kifferaient avoir de l'adresse à 3 points. Et parlons de l'Est, justement. Parlons de l'Est. On parle du grand Doc. Le Doc. Le Doc, le meilleur coach en Game 7, bien sûr. Ah bah ça joue, là clairement, on s'en souvient. Bon, on n'est pas encore au Game 7, mais pour l'instant il perd 2. Pour l'instant ça perd 2. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit compliqué. Antetokounmpo est annoncé out normalement. Alors c'était semaine par semaine, on sait que ça va être compliqué qu'il revienne. Mais voilà, c'est dur. Lillard aussi a une alerte hier au tendon. Il a quand même fini le match, mais
ça me paraît compliqué. Enfin, on va voir ce que ça dit. Mais globalement, voilà, c'est très compliqué pour le moment. Il y a Middleton hier qui sort un match de fou, match 3 de fou. Il maintient à flot vraiment cette équipe pour l'instant des Bucks. Lillard s'efface en fin de match, c'est assez rare pour le préciser. Après, il y a la blessure en overtime, donc ça on comprend. Maintenant, on s'attend pas à ce qu'il pèse si peu sur le match à la fin. En ayant beaucoup suivi Lillard à Portland, c'était généralement le général avec des role players qui avaient pas forcément le niveau pour jouer les playoffs, mais il était là, il mettait ses points, il mettait des shoots incroyables. Et là, tu vois que ça marche pas en fait. Non. Ils ont essayé de faire ce qu'ils avaient fait les années passées. Au coaching, ça a été compliqué avec Adrian Griffin. Après, c'est Doc Rivers, ça a toujours été compliqué. Il est pas dans les bonnes dispositions. On sait tous ce qui est passé en dehors du basket. Il est pas heureux dans sa vie perso. Je sais pas s'il est pas heureux à Milwaukee, mais ça passe pas très bien. Et là, ça se ressent en fait. Il est pas dedans. Antetokounmpo est pas là, donc c'était à lui de porter la franchise et tout. Et Dame Time n'existe pas là pour l'instant. Il se fait outplay. Enfin, je dirais là, le meilleur meneur, c'est pas lui sur la série. Clairement pas, non plus. On voit de toute façon globalement les Pacers en plus ça fonctionne. On voit qu'il y a un collectif. Là, c'est clairement des individualités. Milwaukee existe par ses individualités pour le moment. Ça avait été déjà le problème quand même l'année dernière. Et là, cette année, face à ces Pacers, ça se voit d'autant plus. Ils ont du mal à répondre aux armes pour l'instant des Pacers. Et je pense que malheureusement tout ce côté à 3 points où ça shoot énormément, il n'y a pas justement ce qu'amène Antetokounmpo d'habitude, de ce côté pénétration. Lillard a essayé de le faire, mais malheureusement il n'est pas aussi explosif qu'avant, ça commence à être plus compliqué. Et là on voit clairement que voilà, dès que les Pacers arrivent à prendre l'ascendant, Milwaukee ne répond plus. Et clairement il va falloir Antetokounmpo revienne. Ouais, mais il faut pas qu'il force sur sa blessure. Voilà, c'est ça. On a un autre intérieur qui force déjà beaucoup trop à l'est. Je pense qu'on va pas ruiner toute 36 carrières à l'est. Il faut pas. Surtout avec le niveau qu'il y a, je pense qu'il faut quand même qu'il se repose. Et puis là, Indiana, je dirais, il y a Siakam qui a beaucoup de choses à prouver. Et je pense qu'il est bien content d'avoir quitté Toronto. Haliburton hier, le 2+1 qu'il met là pour prendre le troisième match, c'est fort. C'est vrai que Siakam tourne quand même en 30-11 pour le moment sur les 3 premiers matchs. C'est un excellent joueur. Et en plus, il y a Tyrese Haliburton derrière qui est capable, lui, de délivrer. Ouais, Turner gagne sa match-up contre Brook Lopez. Tout à fait, également. Pour l'instant, c'est pas un sans faute parce qu'ils ont perdu un match Indiana, mais ils prennent vraiment l'ascendant, la psychologique. Totalement. Là, ils sont à domicile encore. C'est pas exclu qu'on retourne à Milwaukee à 3-1. C'est vraiment pas exclu. Et en 4-1 ou 4-2, normalement, cette histoire. S'il y a 3-1, les 4-2, on va dire, Milwaukee qui gagne chez eux. Ça s'arrête là, je pense. Ouais. Tout à fait. On retourne à l'ouest, Clippers-Mavs. Clippers-Mavs, alors celle-là, cette match-up, c'est les Mavs ont récupéré l'avantage du terrain. Ouais, alors c'était pas gagné, parce que le game 1, c'était l'attitude des Mavs était détestable. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu jouer ce match, parce que les Clippers n'étaient pas forcément ultra dominants. Ils ont été très bons, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, on connaît la série entre ces deux franchises et ils auraient pu largement concurrencer Clippers sur le premier match. ils n'ont pas voulu le jouer. Bizarre, on avait vu un Doncic faire tout ce qu'on déteste, c'est-à-dire forcer des shoots, gueuler contre les arbitres, gueuler contre ses coéquipiers. Sur les 3 matchs gueuler contre les arbitres, Doncic il l'a fait. Tout à fait, mais quand tu perds, on te le reproche. Ah oui, ça c'est sûr. C'est toujours ça. On l'a vu vraiment dans le dur sur ce premier match. Après, il s'est bien repris, il est quasiment triple-double sur la série, c'est du Doncic, on sait très bien ce que ça vaut. De toute manière, les Mavs se sont remis la tête à l'endroit. On a vu malheureusement aussi que les blessures continuent côté Clips, notamment avec Kawhi, ça devient une habitude détestable. Il a joué tout le match hier, il est clairement pas 100%. Restriction de minutes, à voir s'il va pouvoir continuer à jouer. On a un peu du mal à savoir exactement ce que c'est. C'est dur. Juste par contre, Kawhi, vite fait, il a de la chance de tomber sur les Spurs en début de carrière. Il a son run avec Toronto, c'est pareil, il a de la chance, son physique le laisse tranquille. Mais là, on va commencer à tirer un what if sur Kawhi aussi. Ça commence. Ça commence clairement. Parce qu'on connaît le joueur, il est ultra dominant, c'est même le meilleur joueur du monde quand il est à 100%. Même devant KD et même devant LeBron, pas au même âge, mais en tout cas sur la période. Et là, il y a les blessures le mine. Et puis, de toute façon, on a vu les Clippers cette année, de quoi ils étaient capables. Il y a eu des périodes où ils étaient exceptionnels. Puis derrière ça retombe un peu et puis tu te rends compte que ça va pas. La réaction de Westbrook sur le game 3 hier où il s'énerve contre Doncic et tout ça, il réagit hyper mal, c'est symptomatique, tu vois. Et c'est connu pour être un bon gars en plus, Westbrook, et si lui réagit comme ça, c'est que ça va pas bien, quoi. Il y a vraiment un problème dans le collectif, je pense, parce que Westbrook, on a toujours dit qu'il s'était calmé après sa période de KC, qu'il avait pris en maturité. Il l'a pris honnêtement cette année encore plus en maturité, en sortant du banc quand il fallait et autres. Là, on a l'impression que quelque chose s'est clairement cassé. On le sentait un peu en fin de régulière, même s'ils ont quand même bien fini finalement la régulière.
Je pense que ça va être très compliqué pour eux dans cette série. La fin risque d'être dure. Pareil, Paul George est là, hein, il joue, il est pas mauvais, mais il est clairement pas au niveau auquel on l'attend. C'est Harden pour le moment qui tient les Clippers. J'aurais pas cru dire ça genre, mais... C'est clair, surtout à son âge, surtout voilà, ça aurait pas dû être à lui de le faire et malheureusement c'est lui, donc ça traduit quand même un souci actuellement des Clippers. Ouais, donc moi avantage sur Mavericks, hein, ça pense que ça va dérouler et puis les Clippers vont essayer de se défendre, mais bon... Je pense. Ça marche pas, je pense que c'est le genre d'équipe les Clippers où quand tout va bien, même dans le vestiaire, et quand ça va pas, tout va mal. Et que je pense que les individualités, les stars, quand ça va pas bien, que ça marche pas, que ça gagne pas, ça marche pas. Ça me paraît compliqué. Donc Lucas, hein, on va se revoir au deuxième tour, je pense. Je pense, ouais. Normalement, on verra, hein, mais bon, on parie là-dessus. Je pense le match peut-être le moins hype du premier tour, Cavs Magic. Ah oui. Ouais. Que dire, on est là, c'est déjà bien. Non, c'était. Alors, déjà, sur le papier, c'était pas forcément la plus hype, même si c'est deux équipes qui montent, donc on se disait, peut-être. Puis on a eu 2 premiers matchs de l'enfer, genre 2 premiers matchs où il y avait 0 adresse. Je crois que sur les 2 premiers matchs, c'est 44% la meilleure adresse générale. C'est terrible, c'est vraiment terrible et on peut pas dire, ça défend pas mal, hein, mais on peut pas dire que ce soit les défenses qui clairement donnent ce pourcentage-là. Il y a clairement des pannes d'adresse, c'était beaucoup mieux au Game 3. Il y a eu beaucoup plus d'adresses, notamment côté Magic, qui a enfin mis des 3 points. Enfin, mais voilà, on a surtout, je pense, assisté à une déroute des Cavs collective notamment, plutôt que côté Orlando. Qu'une vraie réussite, pardon. Puis le Magic, je pense, est quand même moins bon dans son effectif que les Cavs, surtout que Donovan Mitchell fait quand même toujours des bonnes perfs en playoff, mais le grand mais, et on le connaît depuis des années, c'est JB Bickerstaff. Parce que Jamal Mosley cette année, il fait une très bonne saison, il entoure très bien ses gars, il les gère très bien, mais alors JB Bickerstaff... C'est compliqué, tu vois que clairement là ça gagne parce qu'on voit qu'il y a quand même un minimum d'écart, il y a un monde d'adresse, de talent en fait tout simplement. Défensivement ça tient, maintenant effectivement ça passera pas plus quoi. En fait les Cavs ont des très bons joueurs mais ça marche pas pour aller plus loin en fait. Et quand tu vois que là tu vois ils sont retournés à Orlando et donc le Magic a gagné le premier match avec les Cavs qui sont quasiment pas venus sur le parquet. Si le Magic prend le deuxième match, la série va aller quoi, en 6 ou en 7. Alors que en plus les Cavs ont fait le calcul de perdre contre les Hornets de belle manière, hein, vraiment la défaite c'est incroyable. Montré dans toutes les écoles de basket. Ah ouais vraiment. Et puis ils vont avoir leur propre piège, mais de toute façon ces deux franchises au second tour vont affronter soit Boston soit le Heat. On parlera de ces deux équipes de ces franchises après. Battez-vous, donnez-vous un premier tour, les deux franchises, allez au bout de vos idées, faites ce que vous pouvez, par contre vous passerez pas le second tour. Hein, c'est impossible. Pour moi c'est beaucoup trop juste. Hein. Dans le talent déjà, et en plus dans l'organisation des deux équipes, on voit. De toute façon on le voit, hein, si les adresses sont si mauvaises aussi, c'est qu'on a du mal à trouver du rythme. Souvent les joueurs sont pas en rythme, ça balance beaucoup, ça tire énormément du côté d'Orlando à 3 points, ça arrose totalement, donc ça me fait un peu penser à Houston, à une époque où tu vivais avec ça et malheureusement les jours ça tu meurs avec. Si ça fonctionne pas, c'est compliqué. Et Orlando début de match Game 3 ça a été vraiment ça. Donc voilà, on va dire Cavaliers, je pense, quand même. Moi, je pense en tout cas. Je pense qu'il y a plus de talent et que... Je suis assez d'accord avec toi. Je vais attendre le Game 4 parce que je pense que le Magic est capable de le prendre. C'est possible. Mais ils ont toujours l'avantage du terrain, donc évidemment, même à 2-2 avec l'avantage du terrain, tu peux aller gagner en Game 7 chez toi, quoi. Donc, tout à fait. Avantage Cavs, mais alors pas fan. Hein. c'est pas la meilleure. Ouais. Le spectacle ou le cirque, je sais pas trop. C'est Sixers. On va dire le cirque, hein, ça dépend. Non, c'était bien parti, honnêtement. Les 2 premiers matchs à New York, c'était plutôt une bonne série qui commençait. Et là, on a vu un match 3 lunaire. Genre, j'ai pas d'autres mots. Vraiment lunaire, tant dans les décisions d'arbitrage que dans tout ce qu'il y a eu autour. Finalement, c'est les Sixers qui se réveillent. J'ai presque envie de dire heureusement. Parce qu'on le sait, hein, la NBA, les home calls, il n'y a pas de souci. On fait avec. Mais alors là... on en a vu. Bon, ça a été compliqué. Les Knicks sont moins bien défendus, clairement. Les 2 premiers matchs, ils sont appliqués à défendre. Là, il y a eu des gros trous d'air défensifs. Sur ce match 3, maintenant, voilà, quand on voit Embiid qui effectivement prend se fait donner 21 lancés, on peut se poser la question sur les contacts. Thibodeau a énormément râlé en conférence de presse. Des contacts.
Impossible. Impossible. Un match d'ailleurs, on peut saluer quand même la perf de 50 points, qu'il doit jamais faire. Mais 50 points. Oui, il doit sortir très rapidement du match. Voilà, normalement, premier carton, il est plus voilà. Normalement. Mais je sais pas si tu as vu passer d'ailleurs le truc qui m'a fait beaucoup rire, des votes des joueurs qui disaient que sous quel coach vous ne devriez pas jouer en NBA. Et Tom Thibodeau finit à plus de 50% des votes, je crois. Ce qui me fait beaucoup marrer. Ceci dit, il est en play-off. Pour l'instant, il mène la série 2-1 contre les Sixers. Oui, pour l'instant, ça fonctionne. C'est pareil, c'est comme la série d'avant. C'était compliqué le niveau adresse sur les premiers matchs. Là, c'était un peu mieux. Ça va commencer, je pense, à venir. Les Sixers ont l'air vraiment... Enfin, Embiid est tout seul, clairement. C'est compliqué. Il n'y a pas de jeu collectif mis en place. Ça va être un long chemin de croix, à mon avis. C'est le problème, je veux dire. Quand je vois la façon dont se comporte Embiid aussi sur le terrain et en tant que leader... je me dis que Butler qui doit bien rigoler déjà parce que le Tobias Over Me il a dit comme ça, moi c'est légendaire. et puis c'est pareil, c'est pour faire quoi au second tour quoi, je veux dire, voilà. Et Embiid joue complètement et avec une paralysie faciale, un genou explosé, il tente des trucs, des dunks avec un rebond sur la planche puis il se repète le genou, il a les yeux dans le vide après. Je veux dire, le staff médical des Sixers, un jour il va falloir qu'on en discute parce que ça fait plusieurs saisons avec plusieurs joueurs différents que, à mon avis... On a eu Harden, on a eu l'exemple Harden, on a eu effectivement Simmons tout à fait. On va parler des Nets, ils sont pas en playoff, mais bref. Et c'est lunaire ce qui se passe. C'est compliqué, effectivement. Je pense que là, les Knicks sont mieux armés, s'ils se remettent la tête à l'endroit, s'ils n'ont pas ces trous d'air défensifs, comme ils l'ont eu toute la saison, d'ailleurs, cette bonne défense. Clairement, pour moi, les Sixers n'ont pas les armes cette année. Et Embiid, à moins que là, d'un coup, ça aille mieux en claquant des doigts, je crois pas. À quel pied de retrouver le Madison Square Garden, mais en plus avec ce qu'avait Embiid là, même s'il revient à 2-2 au Madison Square Garden, il a blessé Robinson, mais il va se faire exploser. Moi je l'avais vu en match d'ouverture il y a 1 an ou 2 là, quand ils avaient joué contre Boston, les Knicks, où ils battent Boston, le moment où ils commencent à avoir une équipe compétitive, et on avait vu des vidéos incroyables en sortie de match avec le mec barbu là qu'on a revu d'ailleurs en match, et c'était voilà, mais là Embiid qui fait n'importe quoi, mais il va se faire détester à New York. Ah ouais. Déjà c'était pas l'amour fou, clairement. Sixers New York, c'est clairement pas l'amour fou. Là, oui, effectivement, il est dominant, il fait des stats, mais il est tout seul. Donc là, ça a suffi sur ce match-là. Puis son genou, sa paralysie faciale, ça va finir par sauter. Genre, ça tiendra pas. C'est pas possible. Si ça tient le premier tour, tant mieux, ils passeront peut-être, mais second tour, je les vois pas en finale, loin de là. Mais genre, stop, quoi. Enfin, genre, il va mourir sur le parquet. Et en plus, il est censé jouer les JO cet été. C'est vrai. C'est lunaire. Faut voir, moi, j'avoue que là, dans l'état dans lequel il est actuellement, là, on va être en mai. Non mais oui. Dans 2 mois, j'ai du mal à me dire que ça devient dangereux pour lui. Je suis pas dans le staff médical, je suis pas un professionnel de la santé, loin de là. Mais je veux dire, ils savent ce qu'ils font, mais sans doute, j'imagine, enfin, j'espère. Mais au bout d'un moment, les gars, ne mettez pas en danger la santé d'un joueur pour une série de playoffs que vous allez pas gagner. Genre, vous allez pas aller en finale NBA, vous allez pas en finale de conf, à mon avis. Et enfin, je veux dire, forcez pas, quoi. Enfin, on sentait que c'était une année un peu sans. Côté Sixers, clairement, il y a eu la blessure en plus d'Embiid dans le plein milieu. C'est même étonnant de les voir autant s'acharner contre une équipe des Knicks qui, quand même, a des meilleures armes, on le voit. À voir sur le Game 4, est-ce que Embiid aura des restrictions? Est-ce qu'il va jouer? Normalement oui, pour l'instant il n'y a pas eu d'infos à ce niveau-là. Pour moi avantage Knicks, clairement, je sais pas en combien, mais 4-2. Pareil, il y a des Sixers détestables, désolé pour les supporters de la franchise des Sixers, mais désolé, genre rentrez chez vous, reposez-vous, on en reparlera l'année prochaine. Vous avez Nick Nurse, vous avez un meilleur coach que l'année dernière, on enchaîne, on passe à une autre saison, on regardera les JO cet été avec Embiid, c'est sympa, voilà, basta quoi. Tout à fait. Maintenant, j'ai pas envie de parler de cette série en tant que fan de Boston. C'est dur. Mais Celtics Heat, je vais y arriver. Deuxième série où il y a que 2 matchs aussi. Compliqué, tant les matchs ont été différents. Ah ouais, voilà. C'était le même soir le premier match que le premier match des Mavericks où on a eu 2 matchs consécutifs où c'était des blowout. On était en mode super, on attendait les playoffs pour prendre 2 branlées, je me permets de le dire, sur les 2 premiers matchs à des Celtics qui ont déroulé. Et puis match 2. Match 2, très. Alors le Heat s'est clairement rebellé. Le Heat a réussi à se reprendre, à faire tout ce qu'ils ont l'habitude de faire en playoff depuis maintenant 3-4 ans, c'est-à-dire surprendre tout le monde. Ils ont une adresse de folie à 3 points sur ce match 2, record de franchise 23 3 points quand même. C'est fou, vraiment, ils ont rentré, mais s'ils rentrent, c'est pas juste qu'ils sont plus forts, alors ils ont eu énormément d'adresse forcément, mais ils décalent bien, ils ont compris, ils se sont adaptés à la défense des Celtics. C'est fou, c'est la première série entre les Celtics et le Heat dans les dernières années récentes, c'est fou que le Celtics s'adapte pas, attends, je comprends pas. C'est dingue, Mazzulla a du mal, Mazzulla ne s'adapte pas. Du mal.
Spoelstra, le Spoelstra est le papa de Mazzulla. Je pense que dans les prochains tours, Mazzulla a des choses. Contre Mosley ou Bickerstaff, s'il passe le tour, ce sera plus simple pour lui. Mais alors contre Spoelstra, clairement, ils se font out coach. Clairement, on s'en doutait. Non, mais on s'en doutait clairement. C'est pas la première année que ça arrive. C'est pas la deuxième, c'est comme ça depuis 3 ou 4 ans, même 5 je crois, que en fait Mazzulla, c'était pas lui avant, ça fait que 2 ans, mais là je dirais depuis l'année dernière. Il va falloir clairement s'adapter parce que lui, on sait en plus qu'à domicile ça peut très vite dérouler. Ils ont la dalle, ça se voit qu'ils ont clairement la dalle, ils ont envie. Quand on voit Caleb Martins qui joue son rôle, on voit Tyler Hero qui hier, dans le match 2, a été d'une maturité quand même qu'on a rarement vu. Il distribue, il donne bien les ballons, vraiment c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on attend d'un leader et il l'a enfin. Et ça peut poser des problèmes au Celtic, et ça a posé des problèmes, et ça va continuer à en poser. Que Pat Riley voulait pas envoyer Hero pour Harden, finalement peut-être qu'il avait pas si tort. Hein. Ça se joue. Actuellement, Harden fait une vraie saison cette année, donc on peut se poser la question, mais clairement Hero fait pour l'instant un début de série très correct. C'est pareil, je veux dire. On sait qu'ils peuvent sortir des joueurs de nulle part, des mecs pas draftés, qui peuvent faire exploser, etc. Caleb Martin, vraiment le poison depuis l'année dernière des Celtics qui ne rate rien. Tout le monde en fait des cauchemars, Caleb Martin. Et puis Bam Adebayo, mine de rien, il fait moins les gros titres, honnêtement, que dans cette série, parce que voilà, c'est pas lui qui. Son rôle a changé. Exactement. Mais il est il est déjà à 22 points, il est à 8 rebonds et c'est ce qu'on attend de lui. Et en fait, il fait la différence à ce niveau-là. Et pour le moment, il maintient, dès qu'il y a un peu moins d'adresse, ça shoot, ça vient aller prendre des rebonds, ça vient rejouer dans la raquette. Attends, tu me permets. Vas-y, fonce, vas-y. L'assistance technique est détestable. Vraiment, c'est top à l'arrache ici. Ici, c'est la famille, c'est la maison. Alors attends, parce que le signal. Tu vois, ça c'est le... Bon, ça a pas l'air de marcher, on va faire sans. Ah si, c'est bon. Ah non, c'est pas grave. C'est rien. Incroyable. La lumière revient. Du coup, Mazzulla catastrophique. La déclat de KP qui nous sort. Ils nous ont fait réfléchir. Hein. Bah ouais, gros, je suis désolé. T'es un joueur de basket, t'es grand, t'es doué, y a pas de problème. T'es un peu moins blessé cette année, on t'a mis dans bonne disposition. Oui, il faut réfléchir sur un parquet de basket. On est en play-off, c'est des adaptations sans cesse, ça va être des défenses de zone. On sait que le Heat est capable de faire des très bonnes défenses de zone. Ça va être ça toute la série, ils vont s'adapter en permanence. Ben oui, il va falloir être capable de connaître les points faibles de c'est lunaire là. Faut réfléchir en basket, bah ouais, t'as Adebayo et Butler, mais eux ils réfléchissent et puis on les donne souvent en finale dans beaucoup de brackets contre les Nuggets. Je pense que contre Jokic, il va falloir réfléchir beaucoup. Faut réfléchir fort, ouais, parce que si tu réfléchis pas, à mon avis, on peut donner le trophée directement aux Nuggets si jamais vous allez en finale, c'est même pas sûr pour l'instant. Pas obligé de s'emmerder, je pense. Ouais, voilà. Match, clairement. Donc c'est un peu comme les Lakers, je pense qu'il faut savoir aussi communiquer correctement. Et là, les Celtics sont pas dedans, je pense. Et normalement, vu leur niveau cette année, ils ont laissé un match, c'est très bien. Trash Talk le disait, maintenant, faut que ça déroule. Tu prends les 2 matchs à Miami, tu reviens chez toi, tu gagnes 4-1, au final, t'as montré les muscles, et c'est fini. Si là, Miami commence à gagner un match chez eux, tu rentres chez toi à 2-2, ou je sais pas, bref. Même un 3-1, t'es pas sûr. Un 3-2, t'es pas sûr. 3-2 à Miami, t'es pas sûr. Clairement. Les gars, les Celtics, vous avez fait une saison incroyable. Le problème, c'est que vous avez une équipe qui vous connaît très bien, qui aime l'odeur du sang. Je pense que cette équipe. Ça, c'est clair. Et par contre, vous n'aimez pas l'odeur du sang. Donc les gars, réveillez-vous. Ouais, va falloir réagir, clairement. On verra au game 3, c'est ce soir à minuit. Donc déjà, on aura plus d'infos demain. Clairement. Et puis match 4, on aura le match 4 du coup lundi soir. Et après, ça enchaîne. Mais je suis pas confiant pour les Celtics. Même si je les vois toujours gagner, je suis quand même pas confiant. Je pense aussi, mais ça reste quand même. On sait que ça peut être très compliqué pour eux. On sait qu'il y a toujours eu un peu ce côté Boston depuis l'époque JT. Ce côté clairement où ça peut craquer, et là, dès le premier tour, t'es déjà dans la sauce, faut pas s'alarmer, il y a un partout. Je reste confiant pour les Celtics, mais il va falloir ne pas craquer à Miami. On parle rapidement du deuxième tour pour finir. Ouais, tout à fait. Normalement, si tout va bien, on a quasiment une affiche qu'ils vont dessiner, Nuggets-Wolves, les 2 équipes sont à 3-0. Normalement, aucune équipe n'est revenue à 3-0. Si clairement il n'y a même pas une des deux, ce serait lunaire. Mais oui, peut-être le vainqueur, celui qui ira à l'ouest, en finale à l'ouest. Moi je pense que cette série-là, ça va être sympa. Ça va être cool. Moi je pense que les Wolves vont passer. Je l'espère. J'aime beaucoup les Nuggets. Ils ont toutes leurs chances évidemment, mais ils sont même favoris. Mais si les Wolves passent...
ça va où hein. Pour l'histoire, ce serait fou des Bulls. Je pense que les Nuggets, il y a Jokic. Je n'arrive pas à parler contre Jokic actuellement. Il est trop fort. Oui. Il est trop fort. Ils n'ont pas montré tout l'étendue de leur talent. Je veux dire, contre les Lakers, ils forcent pas. Bien sûr. Donc, voilà. Je rêve d'un match 7. C'est quoi un match 7 à Denver? Et avantage gêneux. Et là, les Wolves se mordent les doigts de la fin de saison. T'as un match ou deux de finir premier. T'as un match ou deux d'avoir l'avantage du terrain contre tout le monde, sauf Boston. Et là, clairement, ça fait la différence. Ça peut se jouer là-dessus. Ça fait la différence, tout à fait. OKC Pels contre potentiellement Clips Mavs, donc ce serait d'après ce qu'on a dit OKC Mavs. Ouais, tout à fait. Belle série aussi, mine de rien. Ça peut être sympa. Alors, ce sera pas du tout le même style que l'autre. Clairement, à 3, mon avis. Là, c'est de l'attaque à profusion. Clairement, la défense, on verra plus tard. Non, ça peut être une série très intéressante. Je pense compliquée. Je pense que les Mavs ont peut-être un peu plus de potentiel, de talent. Maintenant, OKC fait une saison tellement folle. On revient sur les 3 premiers à l'Ouest, en fait. Tout à fait. Ils sont au-dessus. Tu te sens qu'ils sont au-dessus. Tu sens que OKC peut vraiment... Enfin, à ce côté vraiment des champions qui sont très calmes. Alors, champions, ils le sont pas, clairement, pas là. Mais qui sont capables d'être calmes, de pas paniquer. Et je pense clairement, j'aimerais bien que ce soit les Mavs quand même pour leur faire passer ce step à ce backcourt. Allez, on va dire quand même OKC, je pense. Mais ça va être une belle série. Très belle série. Un deuxième tour, Knicks Sixers qui pourrait jouer contre les Pacers ou les Bucks. Donc d'après ce qu'on a dit, ce serait Knicks Pacers. Knicks Pacers, ouais, c'est ça. Pareil, belle série à voir, ça. Très très belle série. La série. Ah oui, voilà, la vache. Là, clairement, t'es la grosse ville versus la campagne. Là, c'est... Tu vois Kathleen Cart, je sais pas si tu l'as vu, l'image en voiture de F1, en IndyCar. C'était quand même très très marrant. Voilà, bon, ce sera pas la même ambiance à New York. Ah non. Clairement. C'est les bottes et la fourche à côté. Ça va se battre comme ça, mais ça va être une très belle série. Les Pacers ont l'air quand même d'avoir plus de viande à l'intérieur, je pense. Voir comment Robinson aussi revient. Voilà, Robinson, c'est la grosse interrogation. Pour l'instant, les Knicks n'ont toujours pas communiqué là-dessus. À voir. Hartenstein font une très bonne saison, mais c'est compliqué. Donc, je pense qu'à mon avis, les Pacers ont quand même un petit avantage. Moi, je mettrais les Pacers. Je mettrais les Knicks. Tu mettrais les Knicks ? Ouais. Je pense que Bronson, c'est une série où il va se taper droit dans les yeux avec Haliburton. J'aime beaucoup Haliburton, mais le mec qui peut prendre feu et tout péter, c'est bon. Bronson, oui, ça c'est clair. Ouais, moi je garderai pour le moment en tout cas les Pacers. Après, faut voir, faut déjà que ça passe. Donc, mais de toute façon, peu importe, celui qui est en finale de conf passera un vrai step, en tout cas cette saison-là. Bien sûr. Que ce soit les Knicks ou les Pacers, clairement, c'est une bonne saison pour ça. On termine sur Cavs Magic contre potentiellement Celtics ou Heat. Et c'est là où c'est dur, parce qu'on Celtics Heat. De toute façon, oui. Alors, pour ces Celtics quand même, on va pas se mentir. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, donc ce serait potentiellement, sans doute, d'après ce qu'on dit, Cavs Celtics. C'est ça. Clairement, on l'a dit dans la preview des Cavs Magic, peu importe celui qui passe, clairement, il n'y a aucune chance de l'autre côté, que ce soit le Heat après ou les Celtics. Butler va sans doute revenir pour le second tour. Sans doute. Si Butler est là, avec ses soldats, avec Adebayo, etc., Magic, Cavs, c'est bien, mais c'est pas ça s'arrête là. Et les Celtics sont tellement déroulés cette année que les seuls qui peuvent leur poser des problèmes, je pense, à l'Est, c'est le Heat, parce que c'est vraiment l'équipe qu'il ne faut pas jouer contre. C'est ceux qui accrochent. Par contre, le reste, ça va dérouler. Et je pense que même en finale de conf, que ce soit les autres Bucks, Pacers, Knicks ou Sixers, ça déroulera aussi côté Celtics. Il y aura forcément un problème, il y a trop de failles en fait de l'autre côté que les Celtics peuvent prendre. Effectivement, le Heat a la réponse à ses joueurs en fait des Celtics, ce que n'ont pas toutes les autres équipes de l'Est et qui ne l'ont pas eu, vu le bilan de toute manière, 64 victoires, c'est énorme. Si le Heat passe contre les Celtics, déjà c'est incroyable. Oui. Encore une équipe de play-in en plus qui élimine un premier à l'Est, le Heat va devenir un vrai dossier de play-in plus play-off, ça commence à être très drôle. Mais par contre, je pense que si les Cavs et le Magic jouent le Heat en demi-finale, ça peut être une boucherie. Donc du coup, ça veut dire que là, celui qui sort de Boston-Miami va en finale. Ah oui, on a le finaliste. Si vraiment s'il y a un upset en demi, que ce soit le Heat ou le Celtics qui perdent contre les Cavs ou le Magic, j'arrête de suivre la NBA ou j'arrête de parler de la NBA. Je la suivrai, mais j'arrête de parler de la NBA. C'est noté. Bon je pense qu'on a fait le tour. On se refait un point au second tour. Ouais, avant le second tour, soit une fois qu'il y aura comme là 2 matchs, c'est bien, ça donne une petite idée. Ou alors preview si ça se termine pas un peu à l'arrache, s'il n'y a pas des 4-0 et des 7 matchs dans tous les sens. On verra en fonction. Ça marche, mais merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, merci beaucoup. À la prochaine. On se retrouve à la prochaine.